Monsieur le sous-préfet, c'est mieux. Madame la présidente du conseil départemental, je pense que le député et le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sont un empêchement pour le président, que j'excuse donc. Je sais que le député est en approche. Mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire de Léonessa, notre ville jumelle, mesdames et messieurs les élus qui nous font l'amitié, nombreux d'être présents ici à Gonesse ce soir, et mes collègues, évidemment, au conseil communautaire de notre agglomération, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif et économique, mesdames et messieurs, chers Gonessiens, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter pour la première fois depuis 2020, au nom du conseil municipal, de la municipalité et en mon nom propre, nos vœux pour 2023. J'ai par contre aujourd'hui à présenter au nom de la ville nos condoléances les plus attristées après le décès survenu de façon accidentelle de M. Thierry Poignant, président de notre association interentreprises de Gonesse et du Pays de France, et puis également vice-président en charge du commerce à la CPME du Val d'Oise. Accident survenu sur une route locale le 30 décembre dernier. Un personnage par ailleurs très sympathique, et je l'avais vu pour la dernière fois parce qu'il était un fidèle de notre salon de la gastronomie qui se tient chaque année à la fin du mois de novembre, et nous avions échangé, quelqu'un de dynamique et toujours plein de projets. C'est une grande tristesse et une grande perte pour le territoire. La pandémie de la Covid-19 a touché la vie municipale comme elle a durement impacté les personnes. Je pense en premier lieu, évidemment, aux familles qui ont connu la perte d'un parent et aux souffrances subies par un trop grand nombre d'entre nous. Plus de 160 000 décès, dont 132 000 à l'hôpital et 30 000 en EHPAD. Près de 7 millions de morts dans le monde, dont plus de 2 millions en Europe. Je pense ensuite aux hospitaliers, à ceux de Gonesse en particulier, bien évidemment, à leur forte mobilisation pour contenir la vague qui déferlait sur les hôpitaux, car c'est bien à l'hôpital public qui a dû faire face. Je pense à l'engagement de nombreux Gonessiens et aux associations mobilisées à tous les moments de la crise sanitaire. Je pense aux services de la ville, également engagés sur la ligne de front. 2130 masques ont été cousus par des Gonessiens grâce au kit de la ville et déposés au domicile des personnes âgées et des citoyens souffrant de pathologies. À la fin 2020, 55 000 masques avaient été distribués. L'ouverture d'un centre de dépistage, puis l'ouverture d'un centre de vaccination, le dispositif de soutien aux personnes âgées et vulnérables, les mesures d'accompagnement en direction de l'éducation nationale et des familles en faveur du commerce local, la mise en place d'un soutien scolaire pendant l'été 2020. Merci donc aux services municipaux, administratifs et techniques, au personnel du CCAS, à ceux que j'oublie certainement et qui ont, dans cette période d'incertitude, su se montrer à la hauteur. Merci également aux couturières, aux entreprises qui se sont mobilisées pour fabriquer les masques. Merci aux élus, aux jeunes du service civique municipal et aux bénévoles qui les ont distribués. Merci aux associations qui ont incarné la solidarité dans ce moment critique. Nous organiserons prochainement, sur proposition de Pascal Rakotosa-Fiarison, maire adjointe déléguée à la solidarité et à la santé, une soirée spéciale de reconnaissance en l'honneur de toutes celles et de tous ceux qui se sont engagés dans ce grand élan de solidarité.
Le rapport récent de la Chambre régionale des comptes a salué la gestion de la crise sanitaire dans cette ville grâce, je cite, à une adaptation rapide des services communaux et à un soutien réactif de la population. La crise, certes, a provoqué une baisse de recettes de la commune, évaluée à près d'1 million d'euros, et des dépenses nouvelles estimées à un peu plus d'1 million d'euros. Les subventions exceptionnelles versées à la ville ont finalement limité le coût de la crise sanitaire à près de 530 000 euros. Je salue l'arrivée de notre député. 3 ans après le premier confinement, on en est encore à constater que notre système de santé à l'hôpital et en ville a atteint le point de rupture. On se souvient pourtant des soignants sans masque, équipés de blouses parfois fabriquées en sacs poubelles, qui ont traité des milliers de patients en contractant pour beaucoup le virus qu'ils combattaient. On se souvient également des applaudissements aux fenêtres, du formidable soutien de la population pour ces héros du quotidien. On se souvient enfin des discours officiels de l'époque, celui sur le « quoi qu'il en coûte », celui sur le jour d'après qui sera différent du jour d'avant, celui sur ces personnels maltraités depuis tant d'années qui verront leur salaire revalorisé. Ils auront enfin la reconnaissance qu'ils méritent et l'hôpital public sera sauvé. Je cite. « Le Ségur de la santé n'a rien réglé. Qu'en sera-t-il des nouveaux engagements du président de la République, en particulier de la nécessaire réforme de la tarification à l'activité qu'il avait déjà promise en 2017 ? Ce jour d'après, nous y sommes. Et qu'en est-il ? La spirale négative de la gestion comptable et inégale entre le privé qui peut choisir ce qui est rentable à la différence du public et dans laquelle les hôpitaux sont entraînés depuis trop longtemps se poursuit. 5 700 lits ont fermé à l'hôpital public en 2020, 4 300 en 2021. Des patients meurent sur les brancards dans les couloirs des hôpitaux. C'est une réalité. Des urgences ferment et on trie les enfants faute de place en pédiatrie. Les industries de santé essentielles devaient être rapatriées pour ne pas reproduire la gestion désastreuse des masques. Nous voilà désormais à court de médicaments. La Chine et l'Inde produisent 80% des principes actifs de médicaments utilisés en Europe. Les exportations peuvent être stoppées d'un jour à l'autre et l'acheminement ralenti et interrompu. À l'hôpital de Gonesse, désormais lié à celui de Saint-Denis dans un groupement hospitalier de territoire qui n'a aucune justification rationnelle, nous avons appris à la fin de l'année par un simple courriel des finances publiques la fusion des trésoreries des 2 centres hospitaliers sans aucune concertation préalable. Cette fusion, comme à chaque fois présentée comme une mutualisation de moyens, se traduira par une nouvelle baisse de moyens. Nous ne sommes pas encore à la fusion-absorption des 2 hôpitaux comme à Pontoise, qui vient d'absorber Beaumont-sur-Oise et Magny-en-Vexin, et qui manifeste aujourd'hui les personnels. Cependant, le centre hospitalier de Gonesse n'a toujours pas de direction. C'est le directeur de Saint-Denis qui assure l'intérim. C'est une lourde charge pour Jean Pinson, qui est dans la salle, dont je tiens à saluer le parfait engagement au service de Gonesse. Mais convenons que cette situation qui dure depuis 3 ans doit cesser. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Amélie Verdier, directrice de l'Agence régionale de santé, d'y remédier en ma qualité de président du conseil de surveillance. J'attends toujours sa réponse. Nous n'avons pas réalisé le nouvel hôpital de Gonesse pour en arriver là. Nous avons adopté un projet médical d'établissement qui a l'ambition de répondre aux besoins de santé de notre territoire. Mais la situation constatée à la veille de Noël est inquiétante. Record de passage aux urgences pédiatriques. Niveau élevé aux urgences adultes avec des patients qui attendent plus longuement. Blocage en zone d'attente couchée et risque de contamination. Situation tendue dans beaucoup de services. Épuisement des personnels. Fermeture de lits en raison des congés, des absences et des vacances de poste, jusqu'à l'obligation de faire appel aux étudiants en soins infirmiers et de transférer des patients âgés en EHPAD pour libérer des lits de soins aigus.
Situation de forte tension sociale des pôles de psychiatrie adultes et infanto-juvéniles. Peut-on accepter une telle situation dans un pays comme le nôtre? Le prochain conseil de surveillance, le 26 janvier, aura son ordre du jour unique, l'examen pôle par pôle, service par service, des réalités et des moyens. L'heure doit être une nouvelle fois à la mobilisation pour la défense du service public de santé et de notre hôpital. Je compte sur tous les élus, sur le député de la circonscription et sur vous, les citoyens, pour un engagement résolu dans les prochaines semaines. La municipalité est évidemment aussi préoccupée par la situation de la médecine de ville. Départ en retraite, grande insuffisance de médecins spécialistes. Avec Pascal Rakotsa-Vierzon et Evina Selaya, conseillère municipale déléguée à la prévention de la santé et au soutien à la parentalité, nous agissons sans avoir toutes les possibilités, comme d'autres maires, dans d'autres communes, pour le faire comme nous le souhaiterions. Nous pouvons être satisfaits d'avoir réussi l'ouverture d'un centre ophtalmologique dans le centre-ville en 2021. Et nous travaillons à l'implantation d'une permanence des soins qui permettrait d'avoir des consultations ouvertes en soirée et en week-end. Enfin, nous travaillons, nous aussi, à la création d'une maison de santé. Nous voulons, bien entendu, intensifier nos actions en faveur du handicap. Avec Sandrine de Almeida, maire adjointe déléguée aux personnes âgées, à la dépendance et au handicap, nous avons réalisé en 2022 une des premières aires de jeu dites inclusives dans le quartier des Tulipes, encore très rare aujourd'hui dans notre pays. Le recrutement récent d'une responsable administrative au sein de la direction de la solidarité et de la santé va nous permettre de mieux développer notre action et d'accompagner les associations engagées dans ce domaine. Et nous souhaitons, avec l'Éducation nationale, agir pour l'inclusion à l'école en favorisant le recrutement des accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH. La sécurité est un autre sujet de mobilisation permanente de la ville. Si la délinquance a marqué le pas au plus fort de la crise sanitaire, les derniers chiffres officiels en hausse peuvent nous inquiéter. La réforme de la police, que j'appelais déjà de mes voeux lors de mon mandat de député, n'a jamais semblé aussi loin aujourd'hui. Le gouvernement persiste dans ses choix mal avisés qui contribuent à dégrader le traitement de la sécurité du quotidien et à augmenter le sentiment d'insécurité. Il poursuit dans une voie déjà bien tracée, celle de se défausser sur les collectivités territoriales. Alors que l'existence d'une police municipale ne relève nullement d'une obligation pour les maires, je le rappelle, l'État la considère désormais comme une condition de la sécurité des Français, sans pour autant mettre à disposition des villes les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation de flou, avec une police toujours républicaine, et heureusement, qui doit exercer son autorité sur tout le territoire de façon juste et équitable, ce qui parfois est loin d'être le cas, et un État qui incite les villes à développer les polices municipales sans déléguer pour autant les compétences nécessaires. Face à ce constat, les maires tentent tout de même d'agir. À Gonesse, nous allons construire un nouveau poste de police municipale, intégrant le centre de supervision urbaine. Avec Betty Lavital, conseillère municipale déléguée à la prévention de la délinquance, nous souhaitons augmenter les effectifs d'éducateurs de prévention, difficile quand même à recruter, et à monter les effectifs de police à 20 agents pour la police municipale, qui seront prochainement équipés de pistolets à impulsion électrique, et à 10 ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, ceux qui verbalisent. L'engagement pris lors des élections municipales d'atteindre la centaine de caméras est d'ores et déjà atteint, et nous poursuivrons le développement de la vidéoprotection dans les différents quartiers. Pourtant, soyons clairs sur les difficultés rencontrées. Le recrutement des policiers municipaux est plus difficile aujourd'hui qu'hier et se transforme parfois en gigantesque mercato où la banlieue est toujours perdante. Avant de rappeler les points forts de l'action municipale au cours des premiers temps de notre mandat, marqués par les effets de la pandémie, je ne peux omettre d'aborder un sujet de mécontentement
pour un nombre élevé de Gonétiens, je veux parler de la fibre. Sujet d'interpellation du maire qui, dans ce domaine aussi, a des attributions limitées puisqu'il n'en a pas. La raison de nombreuses pannes que nous connaissons tient au mode de gestion choisi pour le raccordement des abonnés sur les réseaux qui favorisent le recours excessif à la sous-traitance, favorable, certes, sur le plan financier aux opérateurs. Résultat, impossibilité de suivi des interventions, techniciens payés à la tâche, je dirais même sabotage volontaire des uns pour assurer les réparations des autres. Cette lamentable situation dure depuis 3 ans. Ce mode de gestion laisse les communes démunies alors même que le gouvernement parle d'inclusion numérique et que nous sommes sous l'injonction numérique permanente avec la dématérialisation, le recours au télétravail et à la télémédecine. Nous n'avons cessé, comme d'autres, d'intervenir en particulier auprès de l'ARCEP depuis la fin 2019. L'autorité indépendante vient enfin de décider la remise en état d'une partie des réseaux déployés sur le territoire national et nous sommes concernés par ce plan de remise en état après le diagnostic qui avait été réalisé au cours du printemps 2022. Bonne nouvelle en ce début d'année, mais la vigilance sera de rigueur. Malgré la crise sanitaire, la municipalité a poursuivi une action dynamique au service des habitants et a pu, en 2022, proposer à nouveau aux Gonétiens des événements fédérateurs. La Maison des Arts, et je remercie dans l'attente, vous avez attendu pour le début de mon intervention, mais l'intermède musical, eh bien, ce sont les professeurs et les élèves de la Maison des Arts de l'École de musique, de notre conservatoire. Donc la Maison des Arts a été inaugurée en mars 2021, au sein de laquelle plus de 20 disciplines artistiques sont enseignées par une équipe de 26 artistes enseignants. Ce nouvel équipement souligne notre engagement pour le développement culturel, qui est un fil conducteur de notre action et s'inscrit dans notre politique de préservation et de valorisation du patrimoine gonétien. 530 élèves inscrits à la Maison des Arts en 2022, avec aussi l'ouverture de nouvelles disciplines, dont l'alto et la danse hip-hop. Les conseillers municipaux délégués à la culture, Djeneba Camara et Arthur Laurie, agissent pour favoriser la culture hors de ces murs et développer les cultures urbaines sur la commune. Et l'événement du même nom a ainsi réuni près de 600 jeunes participants au cours de la journée et d'un concert à la salle Jacques Brel en 2022. Au total, ce sont près de 6000 entrées sur l'année 2022 dans tous nos équipements culturels qui ont été enregistrés. Un excellent retour du public gonétien après 2 années de difficultés et de pandémie. L'ouverture et l'inauguration également le 24 mars 2022 d'une nouvelle crèche dénommée Juliette Gréco offre une augmentation de capacité d'accueil de 65 enfants et vient confirmer le travail engagé sur la petite enfance avec Elisabeth Maillard, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et à l'enfance. Une micro-crèche à statut privé ouvrira également prochainement ses portes. La mise en service de l'école Marc Bloch à la rentrée 2021, nouvel équipement structurant sur la Fauconnière qui accueille 300 élèves. L'école a été conçue de plain-pied, donc totalement accessible, assurant la sécurité des enfants avec ses 2 cours de récréation, 13 salles de classe équipées de cloisons mobiles acoustiques permettant le dédoublement des classes de CP et de CE1, une salle dédiée à l'éducation artistique, un site de restauration qui évite le déplacement des enfants à l'extérieur, comme c'était le cas auparavant, et un centre de loisirs périscolaire. L'inauguration de la nouvelle école le 13 octobre dernier, en présence du ministre de la Ville et du Logement, a été l'occasion de signer avec le directeur académique Olivier Van Beek une nouvelle convention avec l'Éducation nationale. Nous poursuivons avec Malika Comon, ma première adjointe, déléguée à l'éducation et à la réussite scolaire, et Gilles Gourdon, conseiller municipal délégué à la restauration scolaire, nos actions pour la réussite scolaire des enfants de la ville en étant au mieux à l'écoute des parents.
La nouvelle convention doit permettre de mieux assurer encore le partenariat indispensable entre la commune et l'éducation. Et nous avons également travaillé à faciliter l'accès à la restauration scolaire en mettant en place une nouvelle tarification représentant un effort supplémentaire budgétaire annuel d'un demi-million d'euros. Nous sommes très attentifs à l'évolution des effectifs scolaires dans le centre-ville en raison de la réalisation des opérations de renouvellement urbain achevées et à venir. Nous avons ainsi procédé en 2022 à une extension des locaux de l'école maternelle Marie-Laurencin. Et 2022 a été aussi l'année des anniversaires du quartier de la Fauconnière d'abord, dont les 60 ans ont été fêtés à l'automne. Nous avons considéré, avec Ramata Diop, adjointe déléguée au quartier de la Fauconnière et à la vie lycéenne et étudiante, qu'il était important de célébrer cet anniversaire en illustrant la riche histoire de ce quartier sorti de terre dans les années 60, au moment de la forte urbanisation des banlieues, faisant doubler en seulement 2 ans la population de la commune. Un quartier dont l'histoire est aussi liée à la guerre d'Algérie, dont nous avons commémoré le 60e anniversaire du cessez-le-feu. Afin de marquer cet événement, nous avons inauguré il y a quelques semaines 2 allées à la Fauconnière. Une allée Ali Boumengel, cet avocat militant de l'indépendance algérienne qui a été arrêté, torturé et assassiné en 1957 par les parachutistes français à Alger, qui avaient maquillé leur crime en suicide. Le président de la République avait reconnu officiellement cet assassinat en 2021 sur proposition de l'historien Benjamin Stora. Et une 2e allée au nom de Fanny Pêche, figure gonessienne connue et appréciée des habitants. Elle était rapatriée d'Algérie et elle a été institutrice puis directrice de l'école Marc Bloch. Elle était également engagée pour sa commune et avait effectué 2 mandats comme adjointe au maire de Bernard Février. Cette double dénomination a permis de faire dialoguer 2 mémoires douloureuses de notre histoire contemporaine. Cela a été également l'occasion d'organiser un débat citoyen d'une grande qualité avec des historiens spécialistes de la période sur l'histoire de Gonesse au carrefour des mémoires. Anniversaire ensuite du jumelage, dont nous avons fêté les 40 ans cette année, avec 1 an de retard du fait de la crise sanitaire. Je remercie le maire de Leonessa pour sa présence parmi nous et j'invite Gianluca Ginzi et Antonio Zelli à me rejoindre sur scène, ainsi que Patrice Richard, adjoint délégué au jumelage, et Malika Comon, et ainsi que Luisella Navone, notre professeur municipal d'italien. Ça s'appelle une virgule musicale. Une virgule. Nous avons en effet décidé de relancer notre jumelage parce que la crise sanitaire avait aussi ralenti les choses, en considérant qu'il était nécessaire de l'animer sur l'année à distance et pas uniquement à l'occasion de nos déplacements forcément limités, 1650 km. C'est ainsi que nous avons souhaité que les Gonessiens puissent apprécier les produits de Leonessa au Salon de la gastronomie, mais aussi bientôt, toute l'année, dans le magasin nouveau qui vient d'ouvrir ses portes et qui s'appelle Les Saveurs de Gonesse, rue de Paris. C'est aussi le lancement simultané à Gonesse et Leonessa en même temps, même jour, même heure, c'était le 8 décembre, des manifestations de Noël, avec pour nous le premier marché de Noël à Gonesse, créé à l'initiative de Rachid Touil, conseiller délégué au commerce, aux cérémonies, aux fêtes et à l'animation. Je remercie les Gonessiens qui se sont portés volontaires pour être membres du comité participatif du jumelage. Il y en a dans la salle, que nous venons de constituer afin de préparer ensemble les actions et les projets du jumelage pour l'année 2022 et l'avenir. Je me réjouis donc de la reprise active de nos échanges. La solidarité entre les peuples
et la découverte des cultures sont autant d'éléments qui participent, on le sait, au développement humain. Et je voudrais donner la parole à Gianluca Genzi, le maire de Lonessa. Merci. Buonasera Gonesse, buonasera Sindaco Blasi e buon anno a tutti voi. Bonsoir Gonesse, bonsoir Monsieur Jean-Pierre Blasi, bonne année à vous tous ici. Io vi ringrazio per la meravigliosa accoglienza che ogni volta dedicate a Leonessa con voi. Per noi è come stare in famiglia. Vi porto quindi i saluti fraterni della comunità di Leonessa che con orgoglio qui rappresento. Je vous remercie pour le merveilleux accueil que à chaque fois vous nous réservez à tous ceux de Leonessa. À être avec vous ici, c'est toujours comme être dans ma famille. Siamo tutti felicissimi di questa straordinaria ripartenza del nostro gemellaggio ultradecennale. Con l'amico Jean-Pierre, con le nostre amministrazioni, stiamo lavorando per rafforzare ancora di più questa nostra fratellanza con nuove iniziative che coinvolgono e coinvolgeranno ogni settore delle nostre comunità, dalle attività produttive ai giovani alla scuola. Nous sommes tous très heureux de ce nouveau départ de notre long jumelage. Avec mon ami Jean-Pierre et avec nos deux administrations, nous sommes en train de travailler pour renforcer encore plus notre fraternité, notre lien, avec des initiatives qui vont impliquer, qui impliquent et qui vont impliquer chaque secteur de nos deux communes. Des activités commerciales de nos produits locaux, aussi sans oublier toujours nos jeunes et donc des activités d'étudiants, attività culturali e sportive. L'obiettivo è dimostrare quanto siano importanti per lo sviluppo sociale ed economico dell'individuo i rapporti tra comunità. Non lo dimentichiamo mai. La diversità è una ricchezza. Non è mai un problema, ma sempre una soluzione. L'objectif est de démontrer combien les échanges entre nos deux communes sont importants pour le développement social et économique de chaque individu. Il dit « Ne l'oublions jamais, la diversité est une richesse, ce n'est pas un problème, mais une solution. » Ogni individuo, ogni realtà sociale hanno senso e vivono solo se c'è rapporto con l'altro, con le altre realtà sociali. L'individualismo sfrenato, l'autoreferenzialità non hanno futuro. Chaque individu, chaque réalité sociale ont un sens et une vie seulement s'il existe un échange avec les autres réalités sociales. L'individualisme effréné n'a pas d'avenir. E in una società che tende sempre di più a chiudersi in se stessa, ad autocelebrarsi, siamo e dobbiamo continuare a essere l'esempio positivo di un cammino condiviso che porta allo sviluppo, che porta verso il futuro. Et dans une société qui va toujours plus vers une fermeture sur soi-même ou une autosatisfaction, nous sommes et nous devons continuer à être l'exemple positif d'un chemin partagé qui nous amène vers le développement, qui nous amène vers l'avenir. Mai più homo homini lupus, mai più egoismo. Noi siamo la dimostrazione di come si possa e si voglia camminare insieme superando le barriere che un sistema intriso di sete di potere ogni giorno vuole porci davanti per dividerci e rafforzare così il proprio dominio, i propri privilegi. Non ci sono ostacoli quando gli individui e le comunità dialogano tra loro e condividono un percorso comune. Plus jamais, il donne l'expression en latin, il dit homo homini lupus, j'espère de bien dire en français, plus jamais d'hommes qui s'entretuent, plus jamais d'égoïsme, nous sommes la démonstration de
comment nous pouvons et voulons marcher ensemble en surmontant les barrières qu'un système imprégné de soif de pouvoir veut nous faire affronter chaque jour pour finalement nous diviser et ainsi renforcer sa domination, ses privilèges. Il n'y a pas d'obstacle quand les individus et les communautés dialoguent entre eux et partagent un chemin commun. Attento. Attention, ici, il va faire un scoop. Ici, moi, je dois m'arrêter parce que Gianluca, il tient à s'exprimer lui, tout seul, en français. Il vous demande toute son attention. Merci déjà de l'avoir accordé à moi aussi. Mais il dit, je veux essayer de parler en français. Je pense que j'ai fait quelques progrès, ou peut-être que les progrès sont encore en hibernation. Mais c'est un hiver, donc on peut l'excuser. Je ne parle plus. Vai. Pardonnez-moi. Vive la France, vive l'Italie, vive Gonesse, vive Léonessa et vive nos communautés. Longue vie au monde dans la paix et dans la prospérité pour tous. Laissons-nous guider par le soleil que chacun de nous garde dans son propre cœur, le soleil de l'avenir. Comment Merci. ça va? Évidemment, moi je ne vais pas vous parler en italien. Hein. D'ailleurs, c'est bien un sujet, j'aimerais parler italien. Je comprends un peu, mais... Je voudrais alors profiter de cette occasion aussi. Louisella, venez à côté de moi avec mes collègues pour vous remercier du travail de traductrice à l'instant, mais c'est permanent qu'elle le fait, hein, parce que dans nos rencontres, justement, je ne parle pas suffisamment italien, il ne parle pas suffisamment le français, mais c'est pas grave, on se comprend, et qui est notre professeur d'italien depuis quand même 1985. J'étais pas mère. Chacun sait que je suis mère depuis un certain temps, mais j'étais pas mère. Professeur d'italien depuis 1985. Et qui est notre interprète officiel depuis un peu moins longtemps. Vous êtes là. Et qui est notre interprète officiel depuis déjà une bonne vingtaine d'années. J'ai eu les cheveux blancs maintenant. Mais en fait, elle est toujours resplendissante et jeune finalement. Et c'est ça l'essentiel. Donc, je voulais... Louisella, ne me faites pas pleurer. Je ne vous ai pas prévenu, mais mes collègues qui sont là vont vous remettre la médaille de la ville. Mais non è possibile. Mais si, c'est possible. Ma non... Ma vous me faites pleurer. Oh. C'est une reconnaissance symbolique, mais qui nous fait grand plaisir. Ton engagement, ta fidélité. Voilà, je parle plus. C'était pas prévu comme ça. Non, Hein? non. Je n'aime pas les mises en scène, les surprises. Mais merci à tous, merci beaucoup. Merci surtout à vous. Non me l'aspettavo. Ça, c'est ça, c'est aussi ça. Grazie, 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 grazie. Depuis le début du mandat, la jeunesse est une de nos priorités conformément à nos engagements. Avec Bobby Hinn, maire adjoint délégué à la jeunesse, nous développons les espaces jeunes dans les centres socioculturels redénommés Maisons des habitants. Les 11-17 ans y sont accueillis 4 jours par semaine et des sorties leur sont proposées les mercredis et samedis. Nous avons engagé avec les jeunes un travail participatif pour adapter l'offre municipale à leurs besoins et à leurs aspirations. Des tables rondes ont eu lieu en fin d'année et les assises de la jeunesse se tiendront prochainement.
Un forum emploi a été organisé et nous continuons, en lien avec la mission locale, à agir pour la formation et l'orientation des jeunes gonétiens. 323 jeunes ont été suivis en 2022, 769 jeunes ont été accompagnés par le point information-orientation. Nous avons relancé le service civique jeune municipal et le conseil municipal des jeunes. Le service civique municipal jeune, créé en 2008, en est à sa 35e promotion. Cette initiative rencontre toujours un franc succès et nous permet d'intéresser de nombreux jeunes à la vie locale, tout en leur permettant de bénéficier d'une bourse communale pour financer un projet personnel, bien souvent le permis de conduire. Un nouveau conseil municipal de la jeunesse a été élu pour 2 ans. Ils sont là, avec leurs écharpes, certains, et prennent leur rôle au sérieux. Ils sont les représentants de leurs camarades et de la jeunesse gonétienne. Cet engagement des jeunes est essentiel, évidemment, et nous devons les encourager sous vos applaudissements. Afin de permettre aux Gonétiens qui travaillent de profiter aussi des maisons des habitants, leur ouverture le samedi, récente, doit favoriser leur participation à de nombreuses activités. Avec les élus de quartier, les maires adjoints Ramata Diop, Nadiège Valoise, délégués au quartier Saint-Blain-La Madeleine, Patrice Richard et les conseillers Sabrina Benaïssa, déléguée à l'emploi, à l'insertion sociale, à la lutte contre les discriminations et à la maison des habitants Louis Aragon, à Martine Ossully, déléguée au quartier des Marronniers Grande-Vallée, et Mohamed Ouerfini, délégué au quartier des Tulipes et des Acteurs, nous souhaitons que ces équipements soient le cœur dynamique de nos quartiers. C'est ce qui a motivé le changement d'appellation centre socioculturel Maison des habitants, et qui doit inciter les Gonétiens à pousser plus encore la porte de leur maison de quartier pour profiter des équipements et des activités, mais également pour s'engager à travers une association, à créer du lien avec les autres habitants du quartier, évidemment, tout simplement, participer à la vie locale. Je termine cette revue des réalisations récentes par un événement marquant de l'année 2022, qui a été l'inauguration du terrain d'honneur Jean-Pierre Papin le 29 mai dernier. À cette occasion, la légende du foot français nous a fait l'honneur de sa présence et a permis aux Gonétiens de découvrir un nouvel équipement à la hauteur de notre ambition sportive. Avec plus de 3000 sportifs licenciés, dont plus de 2000 ont moins de 18 ans au sein des nombreuses associations sportives locales, le sport à Gonesse se porte bien et la pandémie n'a rien entamé à ce dynamisme sportif. Déjà labellisée ville active et sportive depuis plusieurs années, reconnue terre de jeux 2024 au départ de l'aventure olympique, l'image sportive de notre commune a été renforcée en 2022 par la reconnaissance en tant que centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, qui permet à notre salle d'escrime, Colette Besson, d'accueillir des délégations étrangères. Aider les sportifs et les dirigeants d'associations à atteindre l'excellence est la boussole de notre action et de la réforme menée par Florent Roucan, adjoint délégué au sport, sur les conditions d'attribution des subventions municipales dans le domaine sportif. Celle-ci institue la nécessité pour chaque club d'élaborer un projet, véritable outil de développement, afin que les dirigeants puissent se projeter dans les années à venir et se fixer des objectifs atteignables, et que les Gonétiens puissent pratiquer leur passion au meilleur niveau possible et remporter des titres quand c'est possible, évidemment, et c'est possible. Ils font la fierté de la commune. Younes Salmi, champion de France senior de karaté et champion du monde universitaire, en est le meilleur exemple, et je l'invite à nous rejoindre sur scène, ainsi que Florent Roucan.
Jeune Gonessien de 21 ans, licencié au Gonesse Karaté Club, il a obtenu le titre de champion de France senior au mois d'avril dernier et de champion du monde universitaire au mois de septembre dernier. Son parcours dans un club de Gonesse doit être une source d'inspiration pour les jeunes de notre ville. Inscrit au club de karaté depuis son plus jeune âge, Younes a réussi à être performant au plus haut niveau. Il doit aussi son parcours, bien évidemment, à la qualité de l'encadrement dont il a bénéficié au sein du club pour progresser. Et il faut remercier les entraîneurs et les dirigeants qui ont contribué à l'excellence de ces résultats. Je leur adresse, évidemment, avec Florent Roucan, nos remerciements et nos félicitations pour avoir accompagné Younes dans son parcours. Ils sont au Karaté Club, dans un quartier populaire, avec l'ensemble des associations sportives et l'ensemble des associations, des maillons essentiels de la chaîne de la réussite. Dans la culture, le sport, la solidarité, les associations et tous les bénévoles qui les font vivre rendent un service inestimable aux Gonessiens. Alors, donc, évidemment, Younes, notre médaille de la ville est un symbole, mais un symbole de reconnaissance de la ville en direction des jeunes qui ont ainsi remporté des victoires. Un petit mot ? Non ? C'est trop timide. La fierté. Non, vous avez tout dit. J'ai tout dit. Bon, merci. Et bonne continuation, parce que c'est pas terminé. À 21 ans, il y a encore plein de projets. Alors, fallait pas en parler, des projets ? Non, c'est pas encore... Très bien, il est discret, il est réservé, et cela fait partie aussi de ses grands mérites. Et à l'image, évidemment, de ces responsables, de ces présidents de clubs qui font vivre les clubs et vivre le sport à Gonesse, eh bien, et à l'image de Miguel Mendes, ancien président du Racing Club de Gonesse, que j'invite lui aussi à nous rejoindre sur scène, ainsi que Claude Tibi, maire adjoint délégué aux finances, au budget et à la commande publique. Vous me direz pourquoi lui, mais parce que lui, c'est aussi un ancien président du club de foot de Gonesse. Merci pour la virgule musicale. Alors, M. Mendes, Miguel Mendes, est président depuis la saison 2010-2011 et ancien membre du bureau de l'association. Et vous avez donc mis fin aux fonctions après ces années de service, à la rentrée dernière. Et pendant toutes ces années, vous êtes beaucoup investi pour le développement du club jusqu'à l'élaboration d'un nouveau projet sportif, qui a commencé d'ailleurs à se mettre en œuvre depuis 1 an et demi maintenant. Claude, alors, si vous voulez peut-être aller. Bonsoir à tous. Évidemment, j'ai quitté donc mes fonctions il y a 6 mois de ça. J'ai beaucoup plus de temps pour moi. Mais toutes ces années au sein du club m'ont permis aussi de m'enrichir, de partager énormément de choses, aussi bien avec monsieur le maire qu'avec tous les licenciés, tout le bureau. Donc aujourd'hui, la médaille m'est remise à moi, mais j'aimerais aussi la dédier à l'ensemble des membres du comité qui m'ont suivi depuis le début, et puis à tous les licenciés, puisqu'on fait tous partie de la même famille. Donc merci beaucoup. Merci à la ville, en tout cas, de nous avoir accompagnés tout au long de ces années.
Un ancien président qui remet à un jeune ancien président. C'est ça. Toujours. Bien, chers Ganéciens, donc, mesdames et messieurs, vous voyez que beaucoup de travail a déjà effectué depuis l'arrivée en 2020 d'une équipe de rassemblement largement renouvelée, qui a rapidement su prendre la mesure de ses fonctions et qui s'est impliquée quotidiennement au service des Ganéciens. Au-delà de la poursuite de la mise en œuvre du programme municipal, de nombreux défis aujourd'hui restent à relever. Nous devons faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les sanctions contre la Russie et la suspension de la livraison des matières premières ont provoqué une augmentation fulgurante du prix de l'énergie en Europe et dans le monde. Une fois encore, ce sont les ménages, les petits et moyens entrepreneurs ou les commerçants qui paient la facture alors que les prix s'envolent. C'est le retour d'un phénomène que nous avons cru disparu, l'inflation, qui vient entamer durement le pouvoir d'achat des Français. Néanmoins, cette situation est avant tout une conséquence du marché, la guerre en Ukraine ayant joué le rôle d'accélérateur. En effet, les prix du gaz ont atteint des sommets qui ne correspondent pas à une réalité objective. Ils sont aussi le fruit de la spéculation sur le marché. La France est membre du marché européen de l'énergie, qui a été créé pour libéraliser les marchés nationaux et qui devait bénéficier aux consommateurs en diminuant le coût des factures. Nous en constatons aujourd'hui le résultat. Le cours de l'électricité est indexé sur le prix du gaz et avec la moitié de nos centrales à l'arrêt, si ça va un petit peu mieux là depuis quelque temps, nous surpayons notre électricité. Les collectivités territoriales, comme les entreprises, se retrouvent dans une situation intenable pour préparer leur budget, pour ce qui nous concerne, qui viennent mettre en péril la bonne exécution, qui pourrait mettre en péril la bonne exécution de nos services publics et du service public municipal en particulier. La ville a fait l'objet d'un contrôle récent de la Chambre régionale des comptes, j'y ai fait allusion tout à l'heure, sur la crise sanitaire, portant sur la période 2017-2021, correspondant à la fin du mandat précédent et au début du mandat en cours. Les magistrats ont noté, selon leurs termes, la situation financière satisfaisante de la ville et la gestion saine, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, qui nous a permis de poursuivre une politique ambitieuse, là c'est moi qui le dis, et d'aménagement tout en contenant l'évolution de notre dette. N'en déplaise à ceux qui continuent à répéter inlassablement le contraire. Répéter les fausses vérités ne fait pas la vérité. Je me dois d'avoir une pensée amicale pour les anciens collègues qui ont également œuvré à la bonne gestion de la commune au cours du mandat précédent, qui garantit le sérieux de notre action reconnue par la Chambre régionale des comptes. Dans ce contexte défavorable, nous préparons avec Claude Thiby et les services le projet de budget 2023. En dépit des difficultés, nous ne voulons pas augmenter les impôts locaux. Le gouvernement s'en est déjà bien chargé en augmentant les bases locatives de la taxe foncière de 7,1%, un record depuis au moins 30 ans, disent les spécialistes. Nous n'avons pas attendu la situation actuelle pour engager une politique d'économie d'énergie sur le chauffage et l'éclairage public. Dans la poursuite de cet objectif, Jean-Baptiste Barfetti, adjoint délégué à l'économie, à la formation et à la transition écologique, a présenté au dernier conseil municipal un plan action énergie que vous trouverez dans le Ganécien de ce mois-ci et qui comprend une série de mesures destinées à diminuer notre consommation en agissant sur les usages, en investissant dès 2023 pour des économies rapides et en engageant une programmation d'investissement plus structurante sur la durée. Nous poursuivons également avec Jean-Michel Dubois, conseiller municipal délégué à la propreté et aux espaces verts, l'engagement de la ville dans la réponse à un autre grand défi, celui de la nécessaire transition écologique face au changement climatique. Avec la réalisation des espaces verts d'abord,
les parcs de la Patte d'Oie, du Vinois ou de l'Églantier, qui sont autant d'îlots de fraîcheur, maintenant on dit îlots de fraîcheur, déjà au service des Gonétiens, et qui améliorent leur cadre de vie. Ils ont permis le retour et le développement d'une faune locale et tracent une coulée verte dans la commune. Et avec le retour du Croult dans son lit naturel dans le parc du Vinois, avec les projets sur lesquels nous travaillons, comme celui de la friche hospitalière, nous allons encore progresser. Avec l'action ici aussi que nous menons contre les nuisances aéroportuaires, la crise sanitaire nous a montré que la monoactivité aéroportuaire et aérienne est vulnérable et l'emploi a chuté fortement malgré les aides publiques, à tel point qu'à l'heure de la reprise, les entreprises aériennes ont éprouvé des difficultés à recruter. La reprise du trafic s'est confirmée en 2022 pour s'approcher du niveau enregistré en 2019 avant la pandémie. Aucune mesure visant à mieux réglementer le trafic n'a été prise alors que l'État doit répondre à l'urgence climatique comme à l'urgence sanitaire. J'en veux pour preuve le plan de prévention du bruit dans l'environnement, ce qu'on appelle le PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement, de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est un plan d'action sur 5 ans, correspondant à une directive européenne. Il a été soumis à la consultation publique en 2022. De nombreuses collectivités concernées, dont la ville de Gonesse, le département du Val d'Oise, Madame la Présidente, je remercie la position du département qui rejoint celle de la commune de Gonesse, ce n'est pas un cas unique, hein. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. La métropole du Grand Paris, il n'y a pas rien quand même, la métropole du Grand Paris, ont émis un avis défavorable, tout comme la commission consultative de l'environnement de l'aéroport, ainsi que l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, la CNUSA, qui est une autorité indépendante nationale. Avis défavorable. Alors même que le gouvernement a abandonné le projet du terminal 4, le PPBE est fondé sur une hypothèse de trafic à 680 000 mouvements an à l'horizon 2026, qui est l'horizon donc du plan, contre 500 000 enregistrés en 2019. Le gouvernement néerlandais a pris, à l'inverse, la décision de réduire de plus de 10% cette année le trafic de l'aéroport d'Amsterdam. Et en France, le récent rapport de l'ADEME sur les scénarios de décarbonation du secteur aérien indique que seule la réduction du trafic permettra d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Les professionnels de santé alertent les pouvoirs publics sur la surexposition des populations au bruit aérien. À l'heure où les grands aéroports européens, Londres, Francfort, Madrid, Orly, ont limité le trafic de nuit, même parfois interdit, comme à Francfort, sur les plages horaires d'au moins 6 heures, Roissy demeure l'exception en Europe et est ainsi l'aéroport le plus nuisant la nuit. Je plaide depuis longtemps, vous le savez, pour une approche équilibrée entre l'activité aérienne nécessaire à l'économie et les territoires aéroportuaires. La croissance démographique annuelle de notre ville, et là c'est un point très important sur lequel je vous demande de réfléchir, la croissance démographique annuelle de notre ville a été nulle entre 2013 et 2019, malgré un accroissement naturel élevé, comme dans la majorité des communes de notre communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, en raison d'un déficit migratoire, c'est-à-dire au départ d'habitants plus nombreux que les arrivées de nouveaux habitants. L'INSEE, l'Institut national de la statistique, constate que le déficit migratoire est plus fréquent sur le côté Val d'Oise de notre agglomération que sur le côté Seine-et-Marne. J'invite chacun à bien réfléchir à ce phénomène qui se développe. Que notre territoire de l'Est du Val d'Oise connaisse des problèmes d'attractivité résidentielle, on le sait depuis longtemps. Les causes peuvent être plurielles. Parmi elles, les nuisances aériennes, et en particulier la nuit, font partie des raisons des départs. Nous en avons tous des preuves suffisantes à Gonesse. Je souhaite donc qu'une étude approfondie sur le sujet puisse être conduite au niveau de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Et pourtant, nous agissons depuis de nombreuses années pour renforcer l'attractivité de notre commune, comme le font d'autres collègues,
Sur le plan du paysage, je l'ai dit, mais aussi sur le plan du cadre de vie urbain. C'est notre préoccupation constante avec Christian Corot, adjoint à l'urbanisme et au logement. Les conditions d'une bonne attractivité résidentielle sur lesquelles nous devons agir passent par la requalification et la redynamisation des centres-villes qui sont l'âme de nos villes et dont les autres quartiers ne peuvent qu'être bénéficiaires. Depuis de nombreuses années, la ville intervient sur le foncier, conçoit des projets, tant de restauration que de renouvellement, avec les propriétaires occupants et bailleurs, mobilise des financements, intervient en faveur du petit commerce de proximité avec notre élu Rachid Touil. Chacun peut témoigner des résultats visibles, mais il faut continuer. Le temps de préparation des projets est long, trop long. Les procédures se sont complexifiées. Le programme national Action Cœur de Ville qui devrait se poursuivre est à la fois positif et décevant. Sur le logement, les bailleurs, avant tout préoccupés par les fusions imposées par l'État, se sont un peu plus éloignés parfois de leurs locataires. Nous pourrons très prochainement présenter aux habitants le projet du site du chemin vert dont le permis vient d'être déposé, une quarantaine de pavillons en BRS, ça veut dire bail réel et solidaire, qui est un bail de longue durée permettant de distinguer le foncier toujours trop cher du bâti et ainsi de favoriser l'accession à la propriété de Gonétiens, en particulier des jeunes ménages qui souhaitent rester à Gonesse et qui sont souvent contraints d'aller chercher le pavillon de leurs rêves dans l'Oise ou en Seine-et-Marne. Charmant département, mais nous voulons renforcer notre attractivité. Nous ferons de même s'agissant des projets des rues Gérald Leclerc et Bernard Février, dont les permis de construire ont été également déposés. Un nouvel équipement sera réalisé, la 4e maison des habitants, après celle de la Fauconnière, de Saint-Blain et des Marronniers. Celle-ci sera construite à l'emplacement de l'ancien cinéma Eldorado, démoli après l'effondrement de la toiture. Nous avions un cinéma des années 20, 30, 40, et que j'ai connu quand j'étais un peu plus jeune, enfant. Et nous avons sauvé et restauré les 2 peintures sur toile qui peuvent vous interpeller, que vous voyez sur les murs de la salle Jacques Brel, qui datent des années 30 et qui proviennent d'un pavillon de l'exposition universelle de 1937 à Paris et qui donc avait été replacé au plafond de ce cinéma, l'Eldorado. Nous pourrons aussi avancer cette année sur le projet de la friche hospitalière. La déconstruction de l'ancien hôpital s'achève. Nous avons toujours souhaité conserver un témoin de l'établissement qui a fonctionné entre 1969 et 2016 et évidemment contribuer aussi à désartificialiser en partie le site avec la création d'un nouvel espace vert, un nouvel îlot de fraîcheur, ouvert au public et une réserve foncière pour la création d'une nouvelle maison de retraite. Ça sera peut-être un peu plus long, mais, Madame la Présidente, il faut aussi penser l'avenir et l'avenir de nos anciens. Ce qui rend difficile l'équilibre économique du projet pour lequel nous avons toujours une promesse de l'État, pas totalement accomplie, puisque sur les 2 millions d'euros promis, 700 000 euros ont été obtenus dans le cadre du fonds Friche national. Et là, nous avons un sujet, monsieur le sous-préfet, duquel nous aurons à rediscuter, évidemment. Enfin, 2023 verra des actions et des réalisations dans les différents quartiers, le développement du partenariat avec Sport dans la ville, la création dans le quartier Saint-Blain d'un nouveau centre socio-sportif But en Or, la poursuite des travaux de réhabilitation du complexe sportif de la Fauconnière et des travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, le projet de musée d'histoire et de société dans le bâtiment hospitalier 1841 consacré à l'éducation et à la santé qui sera présenté très prochainement au Haut Conseil des musées de France pour être labellisé. Ces projets, évidemment, reçoivent des aides et du département ou de la région. Madame la Présidente, je remercie évidemment s'agissant du département. Et évidemment, ce sont des projets et d'autres qui ne sont pas encore financés, ce que je viens d'indiquer l'ont été, mais il nous faut aussi encore réhabiliter et agrandir une école élémentaire, Albert Camus, à la Fauconnière. Nous avons des projets sur le cinéma Jacques Prévert et sur la salle Jacques Brel. Pour l'avenir, mais ça se prépare maintenant. Merci. Le quartier des Marronniers, en 2023, célébrera son 100e anniversaire.
Nous mettrons prochainement la dernière main au programme des manifestations avec le comité participatif des habitants et des associations. Des premiers habitants avec les premiers immigrants d'origine italienne dans les années 1920, jusqu'aux habitants d'aujourd'hui, pour beaucoup originaires de Turquie, assyro-chaldéens et kurdes, qui ont fui leurs villages montagneux du sud-est du pays, comme avant eux, les Arméniens l'avaient fait après le génocide de 1915, ce sera la possibilité de comprendre mieux l'histoire d'un quartier de banlieue pavillonnaire. Ce sera aussi le moment pour agir sur la reconnaissance par la République du génocide assyro-chaldéen, comme cela a été fait il y a 20 ans pour le génocide arménien. Monsieur le député, bientôt vous serez comme d'autres saisis. L'équipe de la direction générale, animée par Corinne Taillé, directrice générale des services, achève la préparation avec la participation des services d'un projet d'administration destiné à améliorer notre gestion et le service rendu à la population, qui sera ensuite discuté et approuvé. Avec Françoise Henbel, maire adjointe déléguée au personnel communal, au service public et à la politique de la ville, et Ouisa Kalev, déléguée à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail du personnel communal, nous modernisons nos processus internes et accompagnons les agents dans l'évolution des métiers dans le cadre d'un schéma directeur des ressources humaines qui a été finalisé. Pour accompagner ces changements, il nous est également indispensable d'améliorer sans cesse l'information des habitants. Nous travaillons donc à développer une communication numérique complémentaire de notre diffusion papier. Notre ville est jeune, dynamique et empreinte d'histoire et souvent mal identifiée à l'extérieur. Nous sommes pourtant tous fiers d'être gonétiens et du travail accompli ces dernières années. Je vous invite donc à découvrir notre nouveau logo, retenu après une consultation d'un panel intergénérationnel d'habitants. Ce sont des jeunes du service jeune municipal qui vont découvrir le nouveau logo de part et d'autre de la Seine. Alors notre logo datait de 1995. Il est temps de le moderniser. Une simplification de transition avait été effectuée en 2020. Vous pourrez constater qu'il s'inspire grandement de la version de 1995, donc il y a la partie continuité, mais il propose un design plus moderne dans l'écriture et la disposition. Et il s'accompagne d'un nouveau slogan au sens multiple, culture au pluriel, qui vient illustrer la diversité de notre ville, son patrimoine culturel, historique et agricole. Vous découvrez enfin cet épi de blé qui coiffe désormais le G de Gonesse, témoin de sa vocation agricole historique. Cet épi de blé, c'est là le symbole, nous accompagnera dans nos projets et notre ville pour les faire pousser et grandir. Alors nous continuons à semer, donc pour garantir le développement le plus équilibré possible de notre territoire. C'est dans cet avenir qui peut sembler incertain, il est plus que jamais nécessaire de tenir bon sur nos projets structurants et poursuivre nos efforts. Les annonces de l'ancien Premier ministre en 2021 ont fait redémarrer le travail d'élaboration du projet d'aménagement de la ZAC du Triangle autour de la gare du métro. Mais 2 ans ont passé et Grand Paris Aménagement, l'aménageur de l'État, avance à pas compter. Notre impatience est légitime. Bientôt, Madame la Présidente, nous allons retrouver donc, au conseil d'administration de la SPLAIN, je vais en dire un mot. Mais je voudrais rappeler d'abord que c'est par une décision présidentielle que le projet EuropaCity a été abandonné. Vous êtes souvent venu ici pour défendre ce projet, pour défendre le métro, Madame la Présidente, et nous vous en sommes reconnaissants. Mais sur cet abandon, la vérité est celle d'un arbitrage rendu au sommet de l'État en faveur des intérêts, je l'avais déjà dit, je le redis clairement, d'un groupe, Unibail-Rodamco-Westfield,
rival de Cetrus, qui lui était porteur du projet Europa City. Quel gâchis! Près de 3 milliards d'euros d'investissements privés jetés à la poubelle. Nous entendons, monsieur le sous-préfet, faire de l'année 2023 une année enfin utile à la définition d'un nouveau projet sur les 110 hectares de foncier sous maîtrise publique. Je crois quand même que ce serait légitime. Et c'est le sens même de ce que l'ancien Premier ministre, Jean Castex, était venu dire à Gonesse. Au-delà de la réalisation d'une cité scolaire internationale que nous souhaitons, proposée par le gouvernement, dont il reste encore à finaliser la programmation des formations et l'arrivée d'une institution de l'État. Par contre, nous attendons toujours que le gouvernement en fasse l'annonce. Il est évident que des investissements privés seront aussi indispensables. Notre site attractif pourrait accueillir des activités qui participeraient à la relocalisation indispensable de production sur le sol national. Je pense bien évidemment à l'industrie pharmaceutique et aux industries de la transition écologique et numérique. Avec le projet Agoralim de la CEMARIS, l'orientation tant sur les formations que sur les nouvelles pratiques culturelles favorisant la transformation agroalimentaire a été retenue. L'intérêt manifesté par Cergy, Paris Université et AgroParisTech sont essentiels pour structurer un pôle d'enseignement supérieur à Gonesse, sur le triangle. L'évolution vers l'agroécologie ne se décrète pas. Il faut donc la favoriser, la stimuler, l'expérimenter. C'est la raison pour laquelle, en lien avec notre communauté d'agglomération et dans le cadre du pôle territorial de coopération économique Pays de France, nous avons décidé, en partenariat avec l'association Karma, de créer un tiers-lieu agroécologique et de la transition écologique, et que nous avons proposé une mise à disposition à la fois d'un local et d'un foncier d'une dizaine d'hectares disponibles sur la lisière agricole de la ZAC du Triangle. J'espère que ce sera possible et que nous pourrons donc en décider prochainement. Le préfet m'a dit qu'il était d'accord, donc il faut qu'on arrive à entraîner notre aménageur. Grâce à la ligne 17 et la station du Triangle de Gonesse, dont la construction est aujourd'hui bien avancée, nous pouvons être confiants en 2023 avec Corinne Quéret, maire adjointe déléguée au déplacement et au transport. Une double certitude politique et juridique nous permet d'être désormais sereins. Sur le plan politique, il a fallu se mobiliser tout au long du précédent quinquennat face au gouvernement qui a cherché à 2 reprises à remettre en question à 2 reprises les lignes 17 et 18. Et on se rappelle, avec nos écharpes, comment il a fallu se bouger jusqu'à Matignon. Et c'est seulement en mai 2021 que le Premier ministre d'alors, Jean Castex, a confirmé à Gonesse l'engagement de l'État de réaliser la ligne et sa gare du Triangle. Sur le plan juridique, les contentieux engagés par les opposants au projet de métro ont échoué définitivement. Je salue la présence de la Société du Grand Paris, Madame Bourgeois. Je dis Madame Bourgeois parce que c'est le nom de Madame. Et j'ajouterais que nous pouvons être vraiment d'autant plus assurés de la bonne marche des travaux que M. Marco Tambouri, il a un nom un peu italien, hein, vous avez remarqué, Tambouri. Mais attendez la suite. M. Tambouri, qui est là, qui va venir me rejoindre, est ingénieur et chef de projet dans le groupe Pizzarotti, un des grandes entreprises qui travaille actuellement sur le chantier du métro. Mais M. Tambouri, c'est ça où l'histoire est merveilleuse, et là on raconte une histoire merveilleuse. Je voulais terminer par cette histoire merveilleuse. M. Tambouri est né où? À Leonessa. C'est quand même incroyable. Et c'est ça qui peut nous rendre tout à fait optimistes finalement, mais assurer qu'avec lui, eh bien, qui construit actuellement, qui construit le métro, il va nous en dire oui, parce qu'il parle très bien français. Dans 5 ans et demi, la ligne fonctionnera entre Pleyel,
où elle sera connectée à la ligne 14, déjà en fonction à partir de la mairie de Saint-Ouen et la station de Gonesse. Et puis les travaux s'achèveront en 2030 avec la desserte de l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'au Mesnil-Amelot. Alors, Marco Tambouri, actuellement, et hier, nous étions ensemble, et on a, avec le maire de Leonessa, une visite exceptionnelle, parce que là, et d'ailleurs je pense que nous pourrons, je suis sûr que ça vous intéressera, Marie-Christine. Non, mais là, c'était hier matin, on programmera ça avec l'agenda. Mais parce que là, on voit vraiment la fabrication du métro. Donc les images que vous voyez, vous allez les commenter, Marco. Bon, bonsoir à tous. Je ne suis pas moins timide que les joueurs de karaté, mais bon, le maire me fait cette surprise, je commenterai très volontiers. Alors, pour vous dire, qu'est-ce que vous voyez là actuellement, c'est les tunneliers. C'est la grande machine avec laquelle nous performons ces chefs d'œuvre du métro du Grand Paris. C'est pour moi un honneur, justement, et comme vient de le rappeler le maire, de pouvoir participer à cet ouvrage qui donne à Gonesse une infrastructure de transport qui est retenu un projet pharaonique, c'est le projet du siècle au niveau européen au moins, le projet du Grand Paris. Et moi j'ai participé à des chantiers en direct sur presque 200 km de tous les linéaires du Grand Paris. J'en ai exécuté presque 20. Donc en 10%, je peux les avoir construits. L'ouvrage Triangle de Gonesse, elle vient de démarrer le creusement du tunnel. Donc on a démarré première roue de coupe en décembre. Il nous reste 2,6 km à performer pour rejoindre l'ouvrage Rue de Flandre, qui était l'ouvrage où on avait lancé ces mêmes tunneliers pour rejoindre la gare Les Bourgets RER. Donc en total, sur le lot ligne 17-1, nous aurons réalisé à terme presque 6,5 km de tunnel. Une gare, la gare Triangle de Gonesse, que c'est la seule gare où a été possible de lancer les tunneliers à ciel ouvert, compte tenu de la grande disponibilité d'espace et de la configuration du territoire. Et puis on a réalisé également la gare Les Bourgets Aéroport et les ouvrages de ventilation et de secours qui sont annexés à ces parcours de 6,5 km. Donc nous comptons achever notre partie des gros d'œuvre, notamment les tunnels sous l'été 2023. Donc les 2,6 km qu'il nous reste, et puis mettre à disposition du maître d'ouvrage les chantiers sur les premiers semestres 2024 pour que le lot système, qui est déjà intervenu sur une partie, la première partie du lot, puisse achever la pose des voies, la pose des caténaires et tout ce qui concerne, disons, l'aménagement définitif de l'ouvrage pour permettre à Gonesse finalement d'avoir son métro. Notre groupement pour la ligne 17.1 a pris le nom de constructeurs d'avenir. Le souhait, c'est de donner, justement, comme le rappelait le maire de Leonessa, un avenir prospère et toujours plus soutenable à Gonesse et à ses citoyens. Et je le ferai comme, c'est notre vocation d'abord de le faire en toute qualité, mais en attention particulière, on la mettra pour le chantier de notre cité jumelle, et dans le respect de la forte qualité et du respect quand même du calendrier d'exécution. Merci. Non mais avouez quand même que c'est une histoire merveilleuse. Hein, on en a besoin. On en a besoin. Je voulais terminer vraiment sur cette histoire merveilleuse et vous dire vraiment qu'on ne peut être que totalement optimiste sur la fin de ces travaux et pour ensuite qu'on puisse évidemment... enfin bref, la bataille du métro, elle est gagnée.
Hein. Et d'ailleurs, on voit l'ampleur du chantier, vous voyez tous quand vous passez. Mais il y aura d'autres visites qui seront organisées. J'invite les élus de l'équipe municipale à me rejoindre sur scène. Je les ai cités, mais je voudrais évidemment qu'on les applaudisse. Alors, si on est optimiste sur le métro, les Français, et je commence 2023 avec un état d'esprit pessimiste selon un sondage, et même très négatif, forte hausse de la lassitude et de la tristesse, leur peur et leur colère, très liées au niveau du pouvoir d'achat, surtout pour la majorité des Français les plus précaires. Le pouvoir d'achat et la santé sont considérés dans ce sondage comme les deux priorités. Les deux priorités. La réforme des retraites, qui sera annoncée demain, mais dont on connaît les grandes lignes, ne va sans doute pas favoriser le recul de la colère dans l'opinion, puisque ce même sondage enregistre le refus très majoritaire, du relèvement de l'âge de départ à la retraite. Il nous reste cependant, pour demeurer optimiste, d'être le plus heureux possible à titre personnel, en bonne santé, à regarder autour de soi, de voir les autres, de se mobiliser et de s'engager pour défendre les causes collectives afin que nous puissions ensemble, à Gonesse et partout dans nos collectivités, gagner en civilité, en lien social, en volonté d'agir au quotidien pour surmonter les difficultés, pour relever les défis. Bonne année 2023.